Merci de nous retrouver. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes très nombreux. Le monde est en train de changer. Il faudrait prendre conscience de cela. C'est pour ça que nous devons chaque jour essayer de prendre encore un peu plus la tribune pour éclairer. Donc, la guerre est à nos portes. Je vois qu'en Afrique, on danse, on rigole. Et l'esclavage n'est jamais loin de la guerre. C'est-à-dire quand on veut domestiquer un peuple, quand on veut empêcher aux gens d'avoir accès à la liberté, on crée la guerre. Et actuellement, entre les deux blocs Est et Ouest, vous savez que c'est très chaud. La France a même menacé d'envoyer des troupes. Vous comprenez? On va pas tout dire là, de risque d'être bloqué. Mais c'est pour vous dire que nous sommes pas dans un monde de bisounours. Les bisous, c'est terminé, c'est dans vos rêves. C'était dans les ventres des parents. Alors, face à tout cela, quelle est donc notre situation? Mais moi, j'ai une idée simple, c'est que nous sommes dans une course. Bonjour à vous. Je retrouve beaucoup de nouveaux abonnés et d'anciens qui n'étaient pas là. Bonjour à vous tous et merci d'être connectés. Donc, je disais que le monde, ceux qui ont des privilèges, ceux qui ont acquis des privilèges depuis ne veulent pas partager. Donc, quand un pays se sent débordé, quand un pays sent qu'il est lâché, quand un continent comme l'Europe surtout sent qu'il est débordé sur la technologie, la population, l'armement, alors les gars renversent le plat de riz au sol. Et c'est pour que tout le monde perde, c'est pour que tout le monde recommence. Mais par le passé, l'Afrique, qu'on méprise aujourd'hui, a été le continent qui a libéré le monde. L'Afrique a toujours été le continent qui vient libérer le monde. C'est-à-dire que lors de la Première Guerre mondiale, ils n'avaient pas assez d'hommes, ils n'avaient pas assez de bras, ils n'avaient pas assez de ressources. Et vous savez, c'est surtout un pays comme le Cameroun était l'un des foyers centraux du déclenchement de la guerre entre l'Allemagne et le bloc des Alliés, donc français, anglais et tout ce que vous connaissez. Triple Alliance, Triplice et tout. Rebelote en 45, c'était pareil. Bon, j'espère que ce genre de live qui éduque aussi, qui n'ont pas d'autre but que de vous former, ne vous dérange pas. Voilà, il n'y a que les Africains qui se sentent dérangés quand on commence à parler du mérite d'intelligence et voilà de l'avenir. Donc maintenant, il y a la situation qui est là. Donc en 45, effectivement, si vous le savez pas, vos grands-mères à Douala, Yaoundé étaient obligées de donner leur récolte de bananes, de taro, de patates, de tout, pour remplir un bateau qui était venu accoster à Douala. Et c'est ce navire-là qui a porté près de 5000 hommes pour venir combattre et on a libéré la France. Donc si vous êtes en France en ce moment, ne vous sentez même pas un peu illégitime. Ne vous posez même pas de questions. Et toute cette lutte-là, c'est pour vous empêcher donc d'avoir cette connaissance, cette mémoire. Moi, mon grand-père a versé son sang ici. D'accord ? Et j'espère que beaucoup d'entre vous aussi ont eu des membres de leur famille qui sont venus mourir pour un pays. Même pour vos propres femmes, vous pouvez pas mourir aujourd'hui. Alors, imaginez que les gens soient venus pour mourir pour la liberté d'un pays. Alors, ce qui s'est passé donc, c'est que quand la guerre est finie, bonjour à vous tous, à Cynthia, Ouragan, bonjour. Quand la guerre est donc finie, pour dire terre à terre, la liberté que De Gaulle avait promis au pays, aux États africains, n'a jamais été acceptée ou accordée. C'est là où les Ngwangwang, comme disent les Ivoiriens, ont commencé. Ça paraît simple, mais vous ignorez cette histoire. C'est là où il y a eu tous les tirailleurs qu'on appelait sénégalais à l'époque, mais en réalité, ils venaient de partout en Afrique. Ils sont venus donner leur sang ici pour que les Champs-Élysées brillent. Et leurs enfants n'ont rien eu, ni la nationalité, ni rien. Il fallait bagarrer dur. Même les salaires, on n'a pas pu payer à ces gens. Et bon, je ne ressasse pas, je vous place le contexte. Donc, quand vous êtes en France aujourd'hui, dites-vous que, évidemment, quelqu'un qui vient de Pologne, je sais pas d'où, n'a pas plus lutté que vous pour être français. Ni d'Italie, ni d'ailleurs. Donc, ni du Portugal. Vous êtes légitime. Voilà. Donc, la France, c'était dans ça le pays. Et on avait proposé l'indépendance. De Gaulle avait dit, je ne peux pas vous payer, mes frères. Tout ce que je peux vous donner, c'est votre liberté. Et depuis donc la guerre est finie,
on attend la liberté. Les Africains sont rentrés attendre la liberté. Hein? Boris, depuis Berlin, mais mon petit, tu gères déjà beaucoup de jets, d'accord? Hein, il faut que tu fasses signe, toi. Il faut que j'arrive à Berlin. Donc, sérieusement, on a donc compris que c'est pas live académique, hein, on échange, donc on peut évidemment être simple. Et, hein. Mo Dieng, my brother, 30 ans d'amitié avec Mo Dieng. C'est le, comment on dit, le chef des hôtesses de l'air et des stewards, hein, professionnels. Donc, bref. Alors, c'est cette dette-là, les Africains, naïvement, sont rentrés se coucher en attendant que De Gaulle va appeler un jour pour dire vous êtes libre. Et pourtant, la liberté est un chemin. Et c'est ça le live aujourd'hui. La liberté s'arrache. Les parcelles de liberté ne se donnent pas. Voilà. Donc, vous voyez bien que si vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes esclave de votre passé, vous êtes esclave de votre présent et vous êtes des victimes de votre futur. Donc, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et les rares pays qui ont eu la chance de pouvoir lutter, hein, c'était l'Indochine, c'était le Cameroun, c'était l'Algérie. Bon, les autres pays là étaient gentils, ils n'étaient même pas prêts à la lutte, pour la plupart. Bon, plus tard, on a eu les Jonas Savimbi et tout, donc, mais c'est important de le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, la troisième guerre mondiale est déjà là. Il n'y a pas un moment où la guerre se déclenche. Dans la guerre, il y a ce qu'on appelle les causes lointaines et les causes immédiates. Vous avez déjà les causes lointaines. Ah, merci Nadège Mili. Prochain voyage au Cameroun, on va ensemble, hein? Alors, donc, il faut que les Africains travaillent bien leur subconscient pour absorber leur histoire. J'ai discuté avec une jeune dame l'autre jour qui est philosophe, qui est enseignante, mais elle n'avait lu aucun auteur africain de philosophie. C'était pénible, la discussion. C'était incroyable. Donc, elle était formée, elle a étudié, mais elle n'a pas pu lire par elle-même, découvrir des philosophes africains. Donc, c'était pour dire que dans la vie, il faut justement, comme dit Mii, avoir accès au savoir. C'est un pouvoir. Et l'Afrique n'a pas accès au savoir. Et qui dit savoir dit connaissance. Parce que dans le savoir, il y a ce qu'on appelle le savoir pointu. Je n'ai pas dit Jean-Claude Pointu. N'allez pas me réveiller des... Donc, dans la vie, il faut des savoirs pointus. Il y a les savoirs basiques, il y a le savoir basique, et puis il y a les savoirs pointus. Alors, ce qui me désole en Afrique, partout où je passe, je ne rencontre pas les cités de la science. J'ai fait pratiquement tout le continent. Il n'y a pas un pays où je ne sois pas allé, ou quelques rares pays. Alors, on a tout, on danse, on rigole, on a des entrepreneurs même qui ont des initiatives, mais ça ne développe pas un pays. Un entrepreneur est un travailleur qui réfléchit, qui a une idée, mais son idée a besoin de financement pour devenir une multinationale. Donc, aucun entrepreneur n'est riche. Et en Afrique, on fait la promotion des entrepreneurs qui ne seront finalement que des petites mains des multinationales. Ce n'est pas mauvais, mais c'est ce qu'on appelle les savoirs pointus. Quand vous avez accès aux savoirs pointus, vous commencez à être décideur, à être maître, à être patron. Les Européens ont été longtemps patrons du monde. Aujourd'hui, ils ont le macabo. Hein? C'est d'ailleurs le titre de mon ouvrage que vous pouvez précommander, La France et nous. Ça va être un succès, c'est un succès mondial, je vous annonce déjà, parce que vous voulez toujours être surpris avant. Et si on est une communauté justement qui lève ou qui fabrique les milliards à l'appel, on peut décider 1 million d'exemplaires d'acheter, et puis ça fait de l'argent qui rentre dans nos caisses, et puis on peut réinvestir. C'est ça aussi, hein, le noirciment d'argent, pas le blanchiment. Donc, la France et nous traite de ce problème parce que partout où je passe, je fais des conférences, partout.
dans des milieux UP, devant des managers, devant des patrons d'entreprise, parfois français ou européens. J'ai même été le week-end passé avec une députée européenne, le maire de la ville, l'adjoint au maire de la ville, Ahmed, c'est puis tout un gotha de généraux et tout, mais il n'était pas au courant de l'histoire et de la part de l'Afrique. Je me suis dit non, c'est quand même grave ça. Donc vous voyez toujours les Africains comme les gens qui viennent voler le pain, rien d'autre. Vous voyez les Africains comme des gens qui sont des parasites, et rien d'autre. Donc notre histoire commence quand on vous voit dans le métro, en train de manger le riz dans le sac plastique. Ces gens n'ont pas la mémoire, ils veulent même pas savoir qui vous êtes. Alors si quelqu'un te méprise et qu'il ne veut pas savoir qui tu es, mais c'est à toi de créer ton histoire, ton vécu. Mais avec l'histoire aussi, la politique, notre histoire économique et politique en Afrique, les gens ne peuvent pas nous respecter. Vous savez, dans cette France, nous on a vu dans les années 90, les Chinois étaient très faibles. Hein. 80-90, les Chinois rasaient les murs. Ils avaient le sourire jaune. Parce qu'ils n'étaient pas une communauté forte. Et le pays, plus il se développe, plus il donne la force à ses citoyens partout dans le monde. Il y a beaucoup d'immigrés. Les Africains ne voyagent même pas. Les gens qui immigrent le plus dans le monde, c'est les Indiens et les Chinois. Non Pakistanais, tout ça, Sri Lanka. Les Africains sont une petite partie. Nous sommes 1,5 milliard. Il n'y a même pas 100 000 Africains qui bougent. Mais on nous présente comme si c'est nous qui créons le malheur partout. Parce que si tu viens chez quelqu'un et que tu te rends indispensable, vous savez, psychologiquement, les immigrés, les fils d'immigrés étudient le droit ou la médecine. Hein? C'est ça qui les rend forts. Parce qu'ils veulent se rendre indispensables. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'actifs. Pour être importants dans la société, ils doivent être indispensables par le droit, la médecine. Il y a la finance. Bon, le droit, c'est la finance. Hein? La fiscalité, c'est la finance. Le droit, c'est la fiscalité. Une grande partie de la fiscalité, c'est le droit. Les transactions. Alors, c'est comme ça que les Juifs se sont relevés, parce que beaucoup ne savent pas pourquoi les Juifs qui étaient achetés et déportés, brûlés pendant la Seconde Guerre mondiale, sont devenus en quelques années, en 60 ans, les maîtres du monde. C'est parce que quand tu es immigré, quand tu es fils de pauvre, quand tu es fils de rien, tu dois t'accrocher au savoir. Le savoir et les immigrés, c'est le football. Aujourd'hui, je ne condamne pas, dont le sport, les coups de poing de Ngannou, moi ça me plaît bien, mais ça ne forme pas un peuple. D'accord? C'est beau pour les muscles, c'est beau pour ceux qui aiment se divertir, mais concrètement, ça montre une belle réussite transcendantale. On a dépassé les limites. Mais pour vaincre de manière structurelle le mauvais regard qu'on a sur nous, c'est la connaissance. Donc, c'est l'information. Et là, on revient à ce que j'ai commencé à vous dire. Alors, vous savez que pourquoi les Juifs sont, par exemple, devenus les maîtres du monde? Excusez-moi, je fais pas des lives populaires. Hein. Je monétise. Facebook vient de m'envoyer un truc là, monétise ta page. J'aime pas ces trucs-là. Vraiment, je vais mourir dans ma pauvreté, mais il y a des choses qu'un homme digne ne fait pas. Hein. Ne vais pas courir là. Parce que quand vous tombez dans le piège de la monétisation, on vous oblige de faire 4 directs par jour, de danser, d'atteindre 100 000 vues. Vous êtes obligé de diffamer, d'insulter, de danser nu et de bagarrer. Voilà. Moi, je viens enseigner, partager le savoir, le petit. Donc, j'étais de disant que, et c'est à vous par contre de partager les lives, il faut les sauvegarder, parce que ça disparaît. Facebook a eu 20 ans hier, vous ne vous êtes pas rendu compte, et comme tous les 10 ans, ils font ce qu'on appelle un bug généralisé pour reset les machines. Donc nous, on a anticipé ça, j'ai compris. Mais beaucoup ont cru que les comptes étaient bloqués parce que vous n'avez pas l'information. D'accord? Quand t'as pas l'information, tu es esclave. Maintenant, quand tu as l'information, comment tu transformes dans l'information en connaissance, en savoir? C'est par l'intelligence. Donc,
J'ai défini la connaissance comme J'ai défini donc la connaissance comme... Oh, à chaque fois, je bute. Le téléphone a sonné. Donc, la connaissance, c'est I au carré fois l'attention. Donc, l'Africain n'est pas bête. Ne dites plus jamais ça. Au contraire, l'Africain a un taux vibratoire qui frise la sorcellerie. L'Africain est un sorcier. Vous pouvez pas prendre un enfant à Fodjo-Monkwet, ou à Bafoussam, ou à Mbankomo, ou à Elokbatindi. Vous le jetez à Polytech, à Sciences Po, à la Sorbonne à Paris. Premier cours, il a compris. Il y a un style d'élève, vous avez fait forcément l'expérience. Il y avait un style d'élève très pauvre, hein, au Cameroun. Les parents n'avaient même pas l'argent pour l'inscrire. Ils venaient avec une culotte déchirée. Ils ne pouvaient même pas avoir de livres. Nous, on avait parfois tous les livres et les cahiers à la rentrée, mais ce genre de gars-là était dangereux. Parce que le premier chapitre, le premier cours, il a compris tout le programme de l'année. Vous expliquez ça comment? Ça s'appelle le taux vibratoire élevé. Et l'Africain est comme ça. L'Africain est un magicien. L'Africain, sauf ceux qui se réunissent. C'est pour ça quand les Occidentaux, les premiers, les colons ont vu un noir, les premiers noirs qu'ils ont vus. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur la colonisation, hein, surtout en Allemagne, là. Les Blancs avaient la chair de poule. Vous n'avez pas lu les travaux de Magellan. Magellan qui a fait le tour du monde, c'était en 480, quelque chose comme ça. Avant même Christophe Colomb, il était en Afrique. Mais c'est des gars qui te disent que quand ils voient l'homme noir, ils avaient l'électricité. C'est un choc. Au-delà du choc, quand tu vois un homme noir, surtout qui est fier, qui est fort là, non mais tu peux pas tenir. C'est pour ça que cette énergie-là, nos enfants ne la mettent que dans le sport, ou dans le rap, ou dans les coups de poing. Mais nous devons donc la transformer, cette énergie, en force énergito-capacitaire. Voilà. Et ça demande beaucoup de modules. Il faut former les gens. Je suis désolé parce que chez nous, il y a trop le temps pour la danse, trop le temps pour la fête, trop le temps pour les petites choses en bas. Moi, je suis pas là pour vous montrer comment on fait une boutique. Chacun, pour créer ta boutique, tu as besoin de personne. D'accord? Mais il faut réfléchir certains vont dire réarmement moral, mais c'est même plus fort que ça. Il faut un réarmement spiritualo-mystique. Pas de charlatans qui viennent vous dire allez boire les feuilles de prune, les feuilles de corosol pour soigner la prostate. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de plus fondamental. Quand tu as compris ça, tu as équilibré ton stress, ton taux vibratoire, tu maîtrises la force même du cobra. Donc, les Noirs ont cette capacité. Nous sommes la seule, on va dire, race au monde qui a cette puissance-là, qui ne meurt jamais. L'homme noir ne meurt jamais. On a voulu nous raser, nous tuer, et en Libye, et en Australie, et chez les aborigènes là-bas, et aux États-Unis, aux Antilles. Les Noirs sont toujours là. Mais est-ce qu'on va donc continuer de vivre en étant les serpillères des autres? Est-ce qu'on va toujours continuer? Si vous avez accepté ça, vous savez, les enfants qui sont souvent fils d'ouvriers chez les patrons, là. Quand votre mère est cuisinière ou bonne, chez les gens riches, parfois, tu viens l'aider. Tu viens l'aider à faire le ménage, tu viens l'aider à préparer pour les patrons. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas finir par croire que c'est ton métier. Que le métier de ta mère ou de ton père qui est chauffeur, de ministre, c'est ton métier parce que tu viens aider ton père. C'est là où vous devez commencer à dire non, stop. Je veux avoir accès à autre chose. Et c'est ça le danger aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une grande partie des Africains qui sont convaincus que on peut naître pauvre et mourir pauvre, ce Dieu qui veut. Et c'est pour ça que vous allez me comprendre plus tard. Parce que quand on parle des petits abrutis qui jouent les pasteurs, qui abrutissent les masses en Afrique, et avec tout et du n'importe quoi, croient que nous,
On n'a rien contre. Eux-mêmes sont ignorants de leur ignorance. Mais ils créent un malaise pas possible au sein de la société. Parce c'est l'endormissement des masses, là où les gens doivent être aujourd'hui très discrets, très alertes sur leur force et les enjeux. Je vous dis par exemple, nous on a compris par exemple qu'on va bloquer Facebook hier parce qu'ils allaient remettre leur machine, parce que ça faisait 10 ans. Tous les 10 ans ils font ça. C'est depuis le 5 mars 2004 qu'ils ont créé ce truc, c'était un truc de chambre. Donc, il y a le grand reset qu'on annonce, mais il y a le reset général. Et quand vous êtes un expert, vous comprenez. Mais nous, les gens croyaient qu'ils sont maudits. Bon, bref. Ce que je disais donc, c'est que l'Africain a l'information, mais il n'a pas la connaissance. Parce que j'ai l'information, 1, que l'esclavage existe. Mais 2, je n'ai pas la connaissance de comment marche l'esclavage. J'ai eu l'information qu'il y a la richesse. La richesse existe, mais je ne sais pas comment être riche. Je n'ai pas la connaissance. Parce que je n'ai pas eu accès au savoir qui mène à la connaissance ou à la richesse. J'ai eu l'information qu'on distribue le pain dans la ville. Mais je ne connais pas comment on fait pour aller là où on distribue le pain. Voilà un peu la pauvreté psycho-rigide dans laquelle est plongée l'Afrique. Et je reprends pour vous dire que nos ancêtres ont été battus. Pourquoi? Est-ce que vous partagez le live? Partagez quand même. Nos ancêtres ont été battus pour une simple raison. Ils n'avaient pas l'information. Aujourd'hui encore, l'Africain est l'homme le moins informé du monde. Vous pouvez pas avoir les téléphones portables avec les YouTube, Google, LinkedIn, tout ça. Hein? Vous n'êtes pas au courant. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe, les coups de marteau. Tout le monde a eu coup de marteau. Mais personne n'a la capacité de connaître ce qu'il y a sous son sol. Alors quand nos gens là sont arrivés, nos patrons là sont arrivés chez nous, ils ont trouvé les gens qui dansaient. Hein? La vie était trop belle. La vie est trop belle même en Afrique. Ça n'a pas changé. Oh, le soir, si vous êtes à Douala, vous pouvez croire que vous êtes à Miami. Hein? Miami, on n'a rien à envier à quelqu'un qui vit à Miami quand on est à Douala. Il y a les gros snacks, les bars, les boîtes. Et vous vous demandez, mais ces gens qui pleurent la misère, ils font comment pour remplir ces choses? Donc, les gars savaient qu'on n'a pas l'info. N'est-ce pas? Comme le général ivoirien Palinfo. C'est-à-dire que le général Palinfo, qui gardait Gbagbo, n'était pas au courant qu'il a perdu la guerre, le général Palinfo. Parce qu'il n'avait pas l'info. OK? Alors, quand ces gens-là arrivent, ils trouvent des hommes qui sont gros, ils sont sous les cocotiers, les noix de coco tombent. J'aime raconter cette métaphore pour que vous vous rendiez compte de quel bonheur on avait d'être en Afrique. Le porc qui passe, ça entre dans la marmite, les femmes passent avec des choses que vous connaissez là, les bagages derrière chargés, et les femmes sont musclées partout. Les Blancs regardent l'affaire là, ils disent que mais, les gens si, nous on vient là où il fait froid, on est des prisonniers, les rois nous ont chassés, on est venu chercher la vie, et les gens jouent avec la viande comme ça, on va leur créer un truc. Donc, nos ancêtres, ils ne savaient pas qui était leur adversaire, qui était en face d'eux. Ils ne savaient pas s'il faut les accueillir, les embrasser ou lutter. Et quand ils se sont rendus plus tard qu'il faut lutter, parce que ils ont sorti les flèches et les bâtons, les autres ont sorti un bâton mais qui a le feu. C'était la première défaite. Et la deuxième défaite, c'est quand ils ont tapé les gens avec le feu, ils ont tué, ils ont massacré beaucoup. Et ils ont dit, maintenant, on va vous travailler la tête. Et cette tête-là est passée par la religion, ou les religions. Et aujourd'hui, voyez le mal que ça cause. Voyez le désordre que ça cause. Voyez l'ignorance.
Vous voyez le nombre de choses incalculables, parce qu'il faut être fou pour croire que quelqu'un qui a traversé son pays vient t'évangéliser parce qu'il t'aime, hein. Il t'aime, mais pour que tu sois docile. La preuve, ça fait 100 ans, ou 200 ans, ou 300 ans. Vous voyez pas que les Africains sont toujours les mêmes, très dociles. Ils luttent dans l'enclos entre eux, mais ne savent pas sortir de l'enclos pour lutter contre leurs vrais ennemis qui les ont mis dans l'enclos. Nyole Senga. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que m'namble mambeng, ache mngapon m'namble to? Est-ce que, miawo, miawo. Donc, c'est un peu ça que il faut qu'on vous explique les choses choquantes, mais terre à terre. C'est-à-dire, l'Africain qu'on a croisé il y a 400 ans est le même Africain aujourd'hui qui tue dans l'enclos son propre frère. Parce que l'esclave, remarquez que les faibles sont très forts entre eux. Mais quand le grand patron arrive, toujours tout le monde se tait. Les élèves en classe font pareil. La salle de classe chauffe, il y a tout le plus fort de la classe qui affronte celui du dernier banc. Et puis quand le maître arrive, tout le monde se tait. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Donc, notre but, c'est pas de présenter nos diplômes ou c'est de pousser un maximum de conscience pour que les Africains se disent, mais comment on fait pour sortir de l'enclos colonialo-esclavagiso-spirituel? Dès que vous avez réglé tout ça, vous allez voir les immeubles, le bonheur, vous allez voir les gratte-ciel, vous allez voir les sociétés, les usines, les enfants d'Afrique rentrer en Afrique et développer le continent. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire, c'est amener un peu de serviettes hygiéniques à nos sœurs ou des médicaments, c'est-à-dire l'aide. Or, vous donnez ce continent-là. Vous avez vu les Chinois. Moi, j'ai vu les Chinois arriver, ça je l'ai écrit dans un de mes livres, là, je sais plus lequel, je sais plus, peut-être l'Afrique et son cancer du côlon. J'ai vu les Chinois à Douala, ça c'est vrai. J'ai vu des Chinois arriver en babouche. Parce que les Chinois envoient généralement leurs prisonniers, hein, c'est pas les légendes, ils n'envoient pas l'ingénieur. N'allez pas croire qu'un ingénieur chinois finit ses études en Chine, au lieu d'aller travailler pour développer les centrales nucléaires, on l'envoie au Cameroun ou au Gabon. C'est pas vrai. On envoie les gens qui ont le CAP, les BPC, les gens qui sortent de prison, qui avaient 40 ans de prison, 30 ans. On dit aller mourir là-bas. Et ils arrivent, ils sont aujourd'hui vos patrons. Donc j'ai vu des Chinois en pouce-pouce et en babouche. Au début, au Cameroun, il y a des Chinois qui faisaient les beignets. Ça vous énervait. Aujourd'hui, je suis reparti à Douala, à Akwa. J'ai vu les mêmes Chinois. Ils avaient déjà des chauffeurs, ils étaient patrons derrière les poches. À moins de 10 ans. Ça questionne. Alors donc, la spiritualité, donc, si vous permettez, ne soyez pas choqués, allez le dire à tous ces petits pasteurs-là qui vont pas à l'école. La spiritualité, en réalité, c'est la liberté. La liberté de ne pas se faire emmerder. Parce qu'on a le droit de se défendre. Parce qu'on a les moyens de se défendre. Parce qu'on a... Mais monsieur Apollinaire, vous me demandez de vous parler du RDPC. Voilà. Qu'est-ce que vous faites alors là? Vous voulez que je vous dise quoi du RDPC? Le RDPC, c'est un parti qu'on va contrôler, qu'on veut contrôler. Voilà. Si j'ai répondu à votre question, ça va. Donc, maintenant, je vous dis donc que avoir accès donc à la sainte liberté, vous ne pouvez pas être en même temps très esclave du système religieux des gens et demander ici que le colon parte, que vous voulez la liberté ou l'indépendance. Et j'avais discuté un jour avec un panafricaniste au Cameroun qui est un ami,
qui était en même temps panafricaniste et pasteur. Il aimait tout la Bible, il parlait pas sans dire Jésus-Christ. Et je lui dis, mais pourquoi tu adores Jésus-Christ, entre guillemets, j'ai rien contre, pourquoi tu adores raconter aux gens la vie d'Abraham et du peuple là, et tu combats les investissements du capital? Pourquoi tu combats les Occidentaux? En réalité, dans la vie, tout est lié, mes amis. Tu ne peux pas envoyer ton énergie cosmique, spirituelle, à ton maître, à tes maîtres, et tu ne veux pas que de l'autre côté, ils récupèrent ça pour voler ton pétrole, ton bois, ton cacao. Citez-moi un seul pays au monde qui s'est développé avec la religion des autres. Citez-moi un seul pays qui s'est développé avec les croyances des autres. Maintenant donc, si on veut donc pousser le débat, parce qu'il y a toujours des gens qui contredisent. Moi j'aime bien, ça m'arrive tout le temps pendant les conférences. Et tu dis donc aux gens, ok, vous savez, dans la vie, ce n'est même pas que ce qui nous ont apporté soit mauvais. Ne rejetez peut-être pas tout. Mais quelle est ta place dans l'église où on te place? Est-ce que l'Africain, c'est toujours celui qui tend la langue pour qu'on lui mette un morceau de gâteau dans la bouche, comme bénédiction ou hostie? J'ai très mal quand je vois un chef d'État africain aller s'agenouiller au Vatican et le pape lui met la main sur la tête et il lui met un truc comme un bébé. Ça vous choque pas? Alors, le pape était en France, à Marseille, il y a quelques mois. Il a été reçu par le président Macron. Macron voulait aller à l'église. Les gens ont dit, vous mentez, monsieur le président. Vous partez pas là-bas. Le gars a reçu le pape en croisant ses pieds. Parce qu'il recevait un homme politique, le patron, le président du Vatican. Il ne peut pas recevoir le pape comme le patron de l'église et il vient poser la main sur la tête du président de la France. Donc, il faut que les Africains sachent que tout est politique et tout est lié. Vous ne serez jamais grand quand les autres vous prennent pour des petits. Ils vous instrumentalisent, ils vous chosifient, ils vous méprisent, ils vous esclavagisent. Ce que je dis pour les chrétiens, voilà, pour les musulmans, c'est la même connerie. C'est même plus brutal encore pour les musulmans. C'est pour ça que vous voyez les révolutions du Mali et du Burkina sont d'abord des révolutions religieuses, spirituelles. Ils veulent pas le dire, c'est pas politique. Ils veulent pas se sentir, ils sont pas des Arabes. Ils sont même pas des musulmans. Ils sont des Africains. Et c'est cette quête de l'africanité qu'on appelle la liberté. Tous les peuples qui se sont développés ont brutalement eu à faire ce réveil-là. C'est une guerre d'indépendance psychologique, spirituelle, avant d'être politique sur le terrain. Et plus tard économique. Je vous ai dit que tout est lié. Un esclave spirituel ne peut pas être quelqu'un d'équilibré politiquement. Son pays serait esclave. Ses enfants économiquement ne pourront pas. La preuve, vous donnez 1000 milliards à des Africains, vous retrouvez leurs enfants en train d'ouvrir les laveries et faire le pouce-pouce quand ils ne sont pas en prison. Ils ne peuvent pas. L'argent est magique. L'argent est Dieu. Prenez un dollar, vous allez comprendre. L'argent est mystique. C'est pour ça qu'aucun Africain n'est riche. Ils ont l'argent, d'autres viennent acheter même les villas à la Côte d'Azur et tout, mais dès que les patrons peuvent arracher ça. On a arraché toutes les maisons de Mobutu, ses enfants dorment à la rue. On a arraché les maisons de tous ces gens-là que vous connaissez. Aujourd'hui, les Bongos, je ne sais pas s'il leur reste encore, il va leur rester même une seule maison encore d'ici 2 ans. Même Oufoué-Boigny,
qui avaient toute une avenue à Paris. Même au Congo. C'est-à-dire, on vous laisse, on joue avec vous parce que vous n'êtes pas spirituel. Parce que quand tu n'es pas spirituel, tu es complexé. Il y a encore des Noirs qui sont convaincus que l'homme européen est supérieur. C'est pas un jeu. Hein. Nos sœurs ont parfois épousé l'homme blanc parce qu'elles savent que c'est leur Dieu supérieur. Les hommes noirs aussi. Il y a des gens qui ont encore le complexe d'infériorité. C'est pas un jeu. J'ai le message d'une dame ici. Moi, je suis très secret sur certaines choses. Mais une dame m'a fait un message très violent une fois ici. Elle est noire, hein. Mais apparemment, elle aurait vécu ou elle vit avec un Européen. Et elle m'a dit des choses. Si on fait lire ça à nos enfants, ils vont péter un câble. Elle disait que comment on fuit notre culture. Non, on fuit notre culture parce que c'est une sous-culture. Elle est fière d'être même l'esclave ici en Europe et tout. Donc, il y a encore des Noirs qui pensent que ils peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. Même quand ils sont intelligents, il faut qu'il y ait un petit Watt qui signe, qui soit leur patron. Et c'est ce qui arrive même à notre équipe nationale. Moi, je n'entre plus dans ces débats, ça me regarde pas. Mais vous êtes au courant qu'il y a des gars qui viennent à la télé camerounaise dire aujourd'hui quand même que on ne peut pas donner l'équipe nationale à un Noir, à un Camerounais. Il faut à tout prix un expatrié. Vous n'êtes pas au courant? Laissons les choses de politique, ne citons même plus ces gars-là. Je dis, quelqu'un qui est normal dans sa tête. Ce n'est pas pour être pilote. Ce n'est pas pour conduire un satellite. Hein? C'est pour jouer au ballon. En 2024, des abrutis, d'autres sont même allés à l'université, comme vous dites. Ils viennent à la télévision te soutenir une thèse pour dire qu'ils ne veulent pas, un national ne peut pas diriger une équipe de football. C'est rien du tout. Vraiment, c'est rien du tout. Ils te disent qu'il faut absolument faire revenir un expatrié. Comment vous appelez ça? Comment vous appelez ça à la maison? Ce n'est même pas Mourinho, c'est pas le plus grand. Hein. Et ils disent un expatrié, c'est-à-dire même un petit forgeron de campagne, comme on a souvent fait par le passé, qui va gagner 10 fois plus, 20 fois plus que le meilleur des Africains, des Noirs, dans notre propre pays. C'est pour ça que beaucoup m'avaient demandé, mais le guide, pourquoi avec tous ces mots-là, tu es souvent à Paris? Je leur dis, vous savez, je vais vous définir ce que c'est que le racisme. Moi, le racisme, même en Europe, je l'ai jamais connu. D'accord? Je vais vous dire ce que c'est que le racisme. Le racisme, c'est quand tu rentres dans ton pays, je dis dans ton pays d'origine, tu es chez toi, et tu vas à un poste de recrutement et on t'écarte parce qu'on a fait venir du bateau quelqu'un qui est un peu rouge de peau et qui n'a pas la moitié ou le 1/3 de tes compétences. Et au Cameroun, vous êtes encore témoin, ou dans toute l'Afrique pratiquement, vous êtes témoin et victime de ça au quotidien. Alors quand tu subis la médiocrité et le doublé d'un complexe à ce niveau, tu te sens vidé, tu te sens mort de l'intérieur. Parce que quand nous sommes ici en Europe ou aux États-Unis et partout, parfois quand ils font leur truc de préférence nationale, tu dis bon, je peux accepter. Encore qu'ici même on lutte contre ça. Il y a un racisme, mais c'est très subtil, c'est fin. On peut vous refuser un logement, un poste, un truc parce que vous êtes noir, mais on vous dira jamais ça. On va être plus fin. Mais au Cameroun, c'est les gars qui te disent on ne peut pas te mettre parce que on veut le blanc ici. C'est tout. Donc tu es éliminé chez toi. Du crédit, tu ne peux pas avoir. De l'argent, tu n'auras pas. Le poste, tu n'auras pas. Il faut qu'un patron que tu as enseigné. Vous savez, je vous raconte cette petite histoire parce que elle est vraie et authentique.
Je vais partir dans quelques minutes, excusez-moi, on est en rendez-vous, mais bon. On nous a dit de faire maintenant les réels, les trucs de 2 minutes. Alors qu'il faut causer avec les gens. Mais je fais des lives éducatifs, il faut qu'on cause. D'accord? C'est un monologue, mais j'échange avec vous. Alors, ce que je voulais dire, c'est que un jour, j'étais à la place Vendôme. Et j'étais avec des amis. Et il y a un mec qui est serveur, un petit gentil français qui n'a pas fait l'école, mais il a fait la guerre, tout ça. Il était un militaire, mais serveur. C'était notre serveur. À l'époque où on était grand et bien, comme vous nous méprisez aujourd'hui. Alors, le gars était tellement gentil, il venait servir toujours à notre table, et on laissait les pourboires, 20 euros, hein, 50, 100 euros même. Et un jour, on parle du Cameroun, en riant, je dis, mais toi, tu es serveur ici, si tu arrives au Cameroun, tu seras boss, hein. Il a rigolé. Je ne savais pas que j'avais déclenché un truc. Et un jour, j'étais à Douala, le monsieur est arrivé, il m'a cherché, puisque je suis un homme public, sauf si vous me le contestez. Donc, on n'a pas attendu Facebook pour avoir 1 million de vues, hein. Donc, le monsieur arrive, il arrive à mon bureau, à mon lieu de service, il me dit, Monsieur Bissok, je suis déjà là. Je dis, mais tu es là comment? Est-ce que je t'avais dit de venir? On parlait juste à Paris comme ça, en rigolant. Il dit non, il a pris au sérieux. Il est venu. J'appelais un ami qui avait un grand bistrot, café, les trucs là. Le même jour, on est allé boire un verre. Le gars est devenu directeur. Donc de serveur à Paris à directeur sans CV. C'est pas mauvais. Je suis pas aigri, donc. Mais l'histoire m'a fait tellement rigoler qu'aujourd'hui, le gars est un des grands patrons au Cameroun. Il a retrouvé la connexion de ses frères qui l'ont aidé et tout. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Partout où il y a un Français, il se crée un noyau de solidarité en Afrique pour ne pas le laisser sombrer. Si l'Africain transforme ça, on est déjà trop divisé. Nous, on vient plutôt ici faire les soirées des ressortissants de Bangoulap. Hein? C'est la fête des Sawa, la fête des Sawa de Bondy. C'est difficile. Hein? La fête des Bafia de Sarcelles. Hein? Donc, vous voyez des choses comme ça. Et les gens veulent nous entraîner là-dedans. Et dès que tu n'es pas, le guide n'est pas un révolutionnaire. Le guide n'est pas... Mais c'est incroyable. Où est donc la secte africaine de la réussite? Impact la joie. J'attends ton compte rendu sur le livre Industrialisez-vous, hein, et j'attends. Et les autres sont en précommande, l'autre est en précommande, la France et nous, c'est vraiment tout ce que je vous détaille déjà là. Mais c'est violent. C'est-à-dire que, comment on fait 6 000 kilomètres, d'autres même 12 000, pour venir chercher juste le frère du village qui est vigile comme toi? Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais c'est quel est le but? Parfois, c'est pour garer la nouvelle voiture ou un bon costume, pour montrer qu'on a un CDI, hein, les discussions, des choses bêtes. Est-ce que l'Africain ne peut pas créer une mystique d'élévation? Même un cercle spirituel ou ésotérique, économique. C'est pour ça que beaucoup n'avaient pas compris. Mais vous notez quand même, j'ai été le premier, j'ai créé une banque en ligne ici qui s'appelle Akeva. Aujourd'hui, on était facilement à 3000 adhérents. Les banquiers de France commençaient à m'appeler en suppliant que le fichier, Monsieur Bissok, vous êtes notre partenaire. Regardez, la plupart des banques aujourd'hui vous disent, si vous amenez quelqu'un, on vous donne 50 euros. Mais c'est nous qui avons commencé ça. Parce que les gars voyaient que j'ai un fichier, ils disent, non, mais c'est pas possible, Monsieur Bissok. Bon, les lois sur la finance sont très dures. Mais si on était peut-être aux États-Unis, voilà. Mais les Africains,
Au lieu d'encourager le truc, c'est passé par tous les sabotages. Bon, vous connaissez notre expertise en destruction. L'Africain ne peut pas construire. Si on te dit qu'un Africain peut faire du bien, peut construire, il faut douter. Mais si on te dit que le gars la tue, non, on ne discute même pas. Parce que tuer, c'est animalesque. C'est l'instinct. C'est le chien qui te mord, même quand tu lui donnes l'os. La grandeur, c'est quand tu commences à faire du bien. Il y a une jeune dame ici qui est patronne, qui s'appelle Mii. Le jour de la sortie de mon livre, Industrialisez-vous et taisez-vous, je ne sais plus s'il y a un exemplaire là, sans me connaître, elle a acheté une dizaine d'ouvrages, par exemple. Elle est là, hein. J'ai jamais pu vraiment lui dire merci, mais elle a dit, elle prend 10 ouvrages. Elle a distribué. Elle m'a dit, on donne, il faut donner aux gens. Je demande pas de l'aumône, mais je dis aux Africains, pas par moi, il faut pas mettre le débat personnel. Je dis, si partout où vous êtes, vous pouvez vous organiser en supra-communauté, vous allez voir que vous allez régler tous les problèmes. Moi, dans mon bureau, là, si je vous montre, j'ai des dossiers de la préfecture, des gens ici entassés comme ça. Ce n'est pas mon métier. Mais les gens, tous les jours, m'appellent, ils ont un problème, ils ont un problème. Et moi, je peux aller voir le maire. Oui, merci, mais il faut dire quand c'est beau. Les Africains se réunissent donc où? Parce qu'un jeune m'a demandé ça l'autre jour. Il me dit, mais le guide, nous, on vous écoute. Ça fait 10 ans que je vous écoute. J'ai grandi avec vous. Bon, je suis pas si vieux que ça, mais... Alors, il dit, mais j'ai grandi avec vous. Mais quand je vous écoute, maintenant, nous, on est en Europe, on est en France, on va où? J'ai dit, mais je suis votre père. Je suis ton père. Non, c'était pour blaguer. Mais les jeunes traversent le désert. Ils sont partout. Ils sont même diplômés. Tu t'adresses à qui avant d'aller à Pôle emploi ou à France Travail? Où est-ce qu'on parle? Même la psychologie, parce que chaque Africain est malade. Hein? C'est pas une injure. Les Européens sont pas non plus sains. Eux, ils sont naturellement malades. Mais je dis, chaque Africain a des troubles. La bipolarité, la schizophrénie, le stress, parce qu'ils luttent 4 fois plus. Et c'est là où on a besoin de chaleur. Je comprends les gens qui se regroupent par communauté, mais en réalité, ça nous arrange pas, parce que la communauté est là pour voir qui a percé et qui a réussi. Je suis entré dans une assemblée un jour, on présentait un gars, dès qu'il entre, on dit « Maître !» Oh, maître là. Il voulait que tout le monde se mette à genoux parce qu'il est maître. Après, j'ai essayé de fouiller son CV. Il était clerc de notaire. Je ne méprise pas. Mais je dis le degré d'importance qu'il se donnait, il influençait, il mentait à ses autres frères. Il n'était que clerc de notaire. Et ce notaire était mon ami. Un jour, je lui dis, mais si tu es le clerc de mon ami, tu vas pas quand même, on va pas quand même. Donc, où est le réseautage? Où est le soutien? Où est la levée de fonds? Où sont les vrais projets qui peuvent impacter? C'est pour ça que les Occidentaux ne nous respectent pas. Les Chinois, vous ne les entendez jamais. J'essaie d'entrer dans leur milieu, c'est fermé. Là, ils parlent même pas. Ils parlent pas avec toi. Mais tous les Chinois de France se parlent. Ils ont les mêmes problèmes que nous, mais vous n'allez pas les voir pleurer pour la préfecture, ni la dictature. Ils combattent de l'intérieur. D'accord? Les Pakistanais que vous voyez là, ils ont racheté toutes nos boutiques. Déjà, bon, écoutez, quand on dit boutique africaine, soyons quand même un peu plus honnêtes. Qui a une boutique africaine en Afrique, au Cameroun ou en Europe? C'est l'escroquerie, non? Vous savez que le plantain là vient du Mexique. Le manioc vient du Costa Rica. Hein? Vous savez, les arachides là viennent. Hein? Ça vient du Mexique. Qu'est-ce qui vient? Parfois même le bobolo vient du Cameroun, mais il est chinois. Les Chinois ont acheté les terres depuis, ils font leur bâton. Alors,
Nous avons une usine de transformation d'huile de palme au pays, hein, ça existe, c'est pas le bluff de Facebook. Alors, j'ai eu tous les problèmes du monde, je vous épargne les détails. Mais l'usine est là. Notre but, c'est de faire des conteneurs d'huile de palme et d'amener ici. Parce que j'ai constaté que, regardez ça, si vous pouvez développer, faites. Moi, je garde pas mes idées. J'ai juste compris que l'Africain n'a pas les moyens de dire ce qu'il est en réalité. C'est des menteurs. Même les gens qui bluffent là, ils font des affaires, ils font rien du tout. C'est des petits esclaves à Dubaï, c'est des petits vauriens, méchants et sans épaisseur. À ceux-là, je leur donnerai bien un coup de poing dans la gueule. Partout où je vais les croiser, ça sera les coups de poing. Allez leur dire. Tous ceux qui se sont amusés avec mon énergie spirituelle, ça sera vraiment un coup de poing spirituel, pour ne pas parler de violence. Donc je disais que vous vous rendez compte qu'à Paris, 33 centilitres d'huile de palme, c'est 4 €. Et tu fais un conteneur où tu mets 1 million de trucs à 4 €. Ça fait combien, vous qui connaissez les calculs? Un conteneur peut prendre 1 million de petits trucs d'huile de palme de 33 centilitres. C'est calculé, c'est chiffré. C'est des études que je dors pas la nuit, moi. C'est ça qu'on appelle les affaires. Donc, quand sur chaque conteneur, vous pouvez mettre 4 millions d'euros sur toute une année et presque chaque semaine, comment vous appelez ça? Et c'est valable dans tous les domaines. Donc, je reste en Afrique, je pleure. On parle de politique, on parle de tribalisme, on parle de tout, alors que l'argent dort. L'argent dort en Afrique. Mais il y a le problème de nos pays, la corruption, le tribalisme, les lenteurs, les soucis, le mauvais cœur, la pauvreté mentale, les familles, les amis, tout le monde est ton ennemi quand tu fais des affaires. Donc il faut commencer à travailler un nouvel état d'esprit, un nouvel état, pour voir un peu grand. Vous savez, il y a un petit qui fait des vidéos là, qui appelle sa clinique. Hein. Il s'est même attaqué à moi un jour, mais je répondrai jamais. C'est un petit minable et c'est mon petit frère. Je l'ai vu merder et je l'ai soutenu. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai causé un jour avec des grands patrons de l'Union européenne. Écoutez-moi bien. Il y a des programmes de l'Union européenne aujourd'hui en Afrique où on aide les jeunes, les ceci, les cela, avec des programmes. On te dit, on te finance une machine pour écraser le manioc. À l'autre, on finance ceci pour écraser ça. On aide pour écraser des petits trucs, quoi, la débrouillardise. Et je dis à la dame, mais pourquoi vous faites des formations, vous donnez 100 machines à 100 femmes dans un même village pour écraser le manioc ou la même chose? Mais bien sûr, c'est pas nous qui allons les développer quand même. Est-ce que vous comprenez la stratégie? C'est-à-dire, on coupe votre circuit d'affaires. On ne vous permet pas de créer un champ d'affaires. Et chaque Africain est un danseur de call box. Je vois des gens qui font partir les marchandises en Afrique. C'est pareil. Chacun se bat pour envoyer un conteneur. Créer une société de fret plus grande. À l'échelle européenne. À l'échelle du Canada. Tapez là où. Et ça, c'est un dernier conseil que je vous donne avant de partir. Un homme d'affaires ne peut pas regarder la tribu. Un homme d'affaires quitte d'abord sa communauté. Un homme d'affaires disparaît devant les barrières. Un homme d'affaires s'efface. C'est pareil pour un homme politique. Mais je parle d'affaires aujourd'hui pour que tout le monde comprenne. Parce que s'il y avait vraiment l'honnêteté en Afrique, c'est nous qui allons donner des conférences partout. Quand tu es tribaliste, tu ne peux pas fabriquer le bonbon et gagner.
Parce que tu vas fabriquer les bonbons pour Banjoun. Nous, les Banjounais. Pendant longtemps, les Camerounais ne savaient pas qui était Fotso Victor. Pendant longtemps, on ne savait pas où était son village. Parce qu'il a grandi en Balmayo d'ailleurs. Moi, j'étais en Balmayo, on me dit, voilà le village de Fotso Victor. Mais avec la politique, les divisions, il a commencé à plus se sentir Banjounais. Et les affaires ont commencé à disparaître. Lui qui avait des centrales d'achat même à Paris. Je peux vous citer. Donc, un vrai businessman, quand vous allez chez Louis Vuitton, vous ne pourrez jamais voir Bernard Arnault venir là mettre sa tête pour dire que c'est son truc à lui. Il crée les affaires, les parfums, tout ce que vous voulez pour vous. Les femmes se battent ici pour avoir un sac Chanel. Vous ne les verrez jamais. On ne met même pas son origine. On ne sait. Il faut effacer l'origine. Or, le noir, même quand il a un petit bar, quand il entre, tout le monde doit savoir que c'est lui qui a le restaurant ou le bar. Nous sommes limités sur ces domaines-là et c'est très important. C'est valable en politique. Demain, le prochain président du Cameroun, et là je ferai un direct dessus, s'il ne tue pas l'instinct grégaire, tribal en lui, il ne peut pas gagner. Voilà pourquoi je suis en désaccord avec quelques-uns de mes amis qui ne me comprennent pas, sauf quand j'ai créé le mouvement, quand on a soutenu l'alternance au Cameroun, là, ils me comprenaient, mais comme ils ne sont pas cultivés pour la plupart, sans les insulter, ils ne comprennent rien en politique. Plus vous affirmez votre identité tribale et communautaire, plus on vous écarte. Les Bamoun appellent ça le ndamashi, donc la boîte d'allumettes. On ne met pas un homme politique dans une boîte d'allumettes. Si moi aujourd'hui je viens là faire des lives pour parler à mes frères, je vous mets au défi, je ne l'ai jamais fait. Mes frères Sawa, déjà on n'est pas 100 là, ça sera 20 et peut-être 5. Et c'est dans les frères Sawa là qu'il y a mes plus grands ennemis. Donc si je veux avoir un marché politique, je ne parle pas de communautarisme. Vous-même, vous savez le type de personne qui peut jamais être président au Cameroun, même gagner une élection, parce qu'il est tribaliste et visiblement, affirmativement tribaliste. La communauté ne peut pas t'amener. C'est comme aux États-Unis. Barack Obama est noir, si vous voulez métis. Les noirs, c'est 40%. On est d'accord? 40%. Ils sont 40 millions, pardon. 20%. Les États-Unis, c'est 200 millions, à peu près. Donc, vous avez 40 millions de noirs. Alors, si tu es noir et tu veux être président des États-Unis, même si tous les noirs te votent, ce qui est impossible, nous connaissons, comment tu vas arriver à être même au premier tour? C'est des petites choses comme ça qu'il faut enseigner à nos gens. Et quand tu as donc compris ça, ça t'oblige à avoir une culture de l'ouverture. On crée des ponts et pas des barrières. On construit des ponts. On commence à aller vers l'autre, à faire son marché, à vendre des idées potables. Et quand on va vers l'autre, on crée la transnationalité et puis on crée le développement. Allez, bon après-midi pour ceux qui vont passer leur après-midi. Bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Bonjour à ceux qui se réveillent encore. La grosse information, c'est que mon livre, La France et nous, est déjà en précommande. Vous pouvez être les premiers à l'avoir. Personne ne va nous changer. Nous sommes là pour changer le pays et l'Afrique. Et voilà, je vous aime. Je suis le guide, Mouleti Mpepe, président Bissau.